Bienvenue à toutes et à tous dans ce débat fer croisé, suppression de la vente à la sauvette. Quels impacts sur l'économie locale? Je vous en avais parlé, c'est bien le sujet à décortiquer, à décrypter, à analyser, à commenter par Casimir Pédior et Wilfried Monou, deux habitués de ce plateau qu'on ne présente plus, vous le savez. Eh bien, dans le but de réhabiliter, que dis-je, de restaurer les caractéristiques d'une ville vitrine à Cotonou, la capitale économique du Bénin, eh bien le préfet du littoral, puisque c'est de lui qu'il est question, Modeste Toboula, a sorti une décision dûment signée. Il ne veut plus voir, à compter de 1er mars 2018, de vendeurs à la sauvette dans les articulations, que dis-je, dans les feux tricolores, qui jonchent les abords des routes et voies et axes de Cotonou. À compter de 1er mars, eh bien, il n'y aura plus de vente à la sauvette à Cotonou. Ceci pour redorer le blason de la ville vitrine de Cotonou, à la cité de Cotonou, à la municipalité de Cotonou, devrais-je dire. Et ce n'est pas Casimir Pédior et Wilfried Monou qui me diront le contraire. Décision salutaire ou non, vous nous le direz. Maintenant, sur l'axe économique, bien évidemment, quels impacts possibles cette décision aura sur l'économie locale? C'est ce qui nous intéresse davantage ce matin dans ce débat fait croiser. Bonjour Wilfried Monou. Bonjour Loris Davant. Bonjour Casimir Pédior. Bonjour Loris Davant. Bonjour chers téléspectateurs de DEN TV. La décision, vous l'avez lu aussi Wilfried Monou, cette décision sensible, eh bien, qui ne serait pas sans fricotement au niveau de ces pratiquants, au niveau de ces vendeurs à la sauvette. D'abord, dans quel contexte est intervenue cette décision et quels impacts sur l'économie? Quels impacts d'abord sur ces activités des vendeurs à la sauvette et sur l'économie locale? Merci pour l'intérêt porté à ce sujet. Vous savez que la ville de Cotonou est appelée à être une ville moderne. Et donc, c'est dans ce sens-là que le préfet œuvre à ce qu'au niveau des feux tricolores, au niveau des abords de nos artères, qu'on n'ait plus des vendeurs ambulants, qu'on n'ait plus les mendiants. C'est un acte très intéressant qu'il faut saluer au passage, seulement que il y a un hic dans la mesure où vous savez que la structure de l'économie béninoise a une forte part d'informel. Or, c'est ce secteur informel qui permet à l'autre secteur dit formel de mieux écouler ses produits et ses services. Je m'explique. Un importateur qui en règle a apporté des gadgets, genre l'antenne à pile. Quand il reste au niveau de sa boutique, il ne déstocke pas. Donc, il met une stratégie de déstockage en place où il trouve un réseau de petits vendeurs ambulants à qui il remet des lots de 5 ou 10 et qui reviennent le soir lui faire le point. Il n'y a pas que ces points. J'ai donné juste un exemple. Donc, ces petits ambulants, le meilleur endroit où ils sont en contact avec les consommateurs qui aujourd'hui n'ont plus le temps d'aller faire les boutiques, d'aller faire les magasins, donc s'approvisionnent aisément dans ces feux. Parce que s'il y a quelqu'un à décourager d'abord, ce n'est pas le vendeur, mais c'est d'abord le consommateur qu'il faut sensibiliser à ce qu'il retourne sur des lieux ou dans des espaces où il peut acheter ses produits. Mais voilà que les vendeurs ambulants permettent aux consommateurs d'avoir facilement certains produits, certains biens, sans forcément aller au niveau du magasin pour s'approvisionner. Voilà un peu le contexte dans lequel nous sommes. Et ces vendeurs ambulants favorisent l'amélioration du chiffre d'affaires de ceux-là qui sont dans les magasins, donc qui sont formels. Et lorsque nous allons déstructurer ces grossistes qui les envoient dans la rue, qui les livrent au risque. Voilà. Bon, au risque, oui, mais quand même, ça permet de découler
et permet alors au magasin de faire face à ces obligations fiscales. Et lorsqu'on va alors enlever ce maillon de la distribution de ce grossiste, est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser? Est-ce que l'État aussi aura à bénéficier de ces revenus en matière fiscale? Casimir Pédior, le contexte est établi. Nous sommes d'accord. Et vous, votre lecture? Le contexte n'est même pas établi parce que ce n'est pas ce que l'État va gagner en termes d'impôts ou en termes de revenus qui importe ici. La décision de Tobola non plus n'en a pas parlé, n'a pas évoqué. Et il s'en fout. Le préfet s'en fout de ce que cela peut rapporter ou les manques à gagner à l'État, il s'en fout. Et les vendeurs à la sauvette ne payaient pas d'impôts non plus. Ils ne payaient pas d'impôts, mais la vente à la sauvette réglait un problème que l'État devrait normalement... Ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Il revient à l'État de trouver emploi pour chaque Béninois. Ça, là, c'est le rôle de l'État central. L'État central doit nous trouver à chacun de l'emploi. Et un emploi décent. C'est dans la Constitution. C'est dans notre loi fondamentale. Alors, l'État étant incapable de le faire, l'État ne pouvant donc pas jouer ce rôle-là, des privés se sont donnés comme donc obligation, de le faire. Et c'est ça qui a amené aujourd'hui la quote-part du secteur privé dans l'économie. C'est ce qui galvanise davantage le secteur privé à investir donc dans la formation, dans l'emploi des jeunes, dans ceci, dans cela. Et donc, la vente à la sauvette fait partie intégrante des moyens de subsistance de cette population, de cette masse laborieuse qui n'a pas trouvé à faire. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas déstructurer l'architecture économique d'un pays sous prétexte qu'on veut rendre la ville belle. Figurez-vous que la ville de Cotonou soit belle ou pas, encore que cette ville ne peut jamais être belle avec ce que nous avons. Vous acceptez le fait que cette architecture structurelle, sociale, ce désordre participe à cette architecture? Non, c'est notre histoire, ça. Vous, c'est Loris. Moi, c'est Casimir. Mon histoire, c'est mon histoire. Votre histoire, c'est votre histoire. Ici, c'est Cotonou. Ici, c'est pas Paris. Ici, c'est pas Washington. Ici, c'est Cotonou. Oui. Et c'est comme ça on vit. Et qui dit Cotonou ne veut pas dire désordre, non plus. Ce n'est pas du désordre, s'il vous plaît. Qui dit Cotonou parce ne que veut pas figurez-vous, je suis parti d'un principe. Du développement. Je suis parti d'un principe. L'État devait trouver à ses fils l'emploi. L'État était incapable. Et donc, on a trouvé un moyen palliatif pour ne pas envoyer les jeunes dans le vol et dans d'autres activités. Alors, partant de ce principe, il s'est installé quelque chose qui est informel, mais que l'État refuse de rendre formel. L'autre chose, c'est que le client étant roi, on veut lui apporter l'article à domicile, à portée de main. Et restant dans les magasins, à Dantokpa ou dans les centres commerciaux, le client n'a pas le temps de venir. Donc, justement, des jeunes se sont portés. Mais on pouvait aussi apporter ces articles aux clients dans les ministères, dans leurs structures différentes. C'est illégal. C'est illégal, c'est même plus dangereux. Oui. On ne peut pas accepter dans les ministères. Dans les lieux de vente et autres, dans les rues, dans les restos. Alors que l'État, au lieu d'interdire, que l'État trouve d'abord le mécanisme par lequel on recense d'abord cette masse laborieuse-là. On sait comment ça fonctionne et on donne ça maintenant aux scientifiques et ils trouvent le mécanisme par lequel on remplace l'activité. Parce qu'ici, il s'agit de les dégager et de les laisser comme ça, de ne pas leur trouver un autre moyen par lequel ils vont continuer leurs activités. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Où se situe l'illégalité si cette cravate, vous l'avez souvent achetée dans un des feux tricolores de Cotonou? Moi, j'ai acheté ma cravate. Non, ce n'est qu'un exemple, pas la vôtre. Moi, j'ai acheté ma cravate dans une boutique. Si vous appelez... Et donc... Casimir, laissez-moi oui, finir. Si vous appelez ce vendeur, vendeur à la sauvette, et qu'il passe vous le livrer chez vous à la maison ou dans votre structure, où se trouve l'illégalité? Je suis au boulot, on ne doit pas venir me perturber entre 8h et midi. Vous avez une temps pour... Le temps de travail ne peut pas être... Et un ministère, une direction, un service ne peut pas être le lieu... Oui. Il ne peut pas être le lieu
d'activité pas commerciale. De lieu de vente, pas de lieu de livraison, on peut livrer, non, on peut amener même pas. Donc, ça vous dit que ça peut se faire ailleurs que dans la rue? Non, même dans ce cadre-là, c'est de l'inégalité et ce n'est même pas décent pour notre administration. On ne peut pas assister. Donc, vous voyez, ce n'est décent descendez, que dans les feux tricolores. descendez aujourd'hui dans les ministères, vous allez voir le marché qui s'installe avec de ces dames-là qui ont un sac en bandoulière et dans lequel il y a des articles, ils viennent perturber l'administration. Parfois, ils ouvrent des portes pendant que les gens sont en conférence. Ça pose un problème dans l'administration. Donc, ça aussi, ce n'est pas bon. Mais je dis, au niveau des feux tricolores, il faut trouver le mécanisme par lequel on va reconvertir ces dames et ces sieurs et parfois même ces enfants. On les récupère de ce lieu-là pour un autre lieu. On peut installer des mini-boutiques quelque part dans le coin dans l'angle de rue, au niveau de ces feux-là, et les récupérer dans ces boutiques-là. Pour que ceux qui veulent acheter, viennent acheter là. Parce que, c'est vrai, cette activité cause beaucoup de dégâts à la circulation. Parfois, c'est des cas d'accident auxquels vous assistez. Donc, je ne suis pas d'accord avec... Mais je dis, on ne peut pas supprimer. Ici, il s'agit d'un arrêté qui veut supprimer l'activité. Il ne s'agit pas d'un arrêté qui veut réorganiser. C'est là, moi, mon inquiétude. Je n'ai jamais dit ici, sur votre plateau, que ce que le préfet veut faire est mauvais. Non, je n'ai jamais dit ça. Mais je dis, il faut trouver le mécanisme par lequel on reconvertit l'activité dans les feux ailleurs, sur un autre site, pour que véritablement l'activité économique puisse continuer pendant qu'on est en train de rendre belle la ville. Vous savez qu'il y a des marchés pour. Vous savez qu'il y a des marchés. C'est ce que je vous ai expliqué. Même si Missebo a été en griffe amputé, eh bien, vous savez qu'il y a eu un autre site. On les a réorientés vers un autre site, vous ne me direz pas le contraire. Donc, ça vous dit que l'État a pensé à ce que vous évoquez tantôt. La vente à la sauvette est différente de la vente dans les marchés. C'est justement ça. Vous ne verrez pas dans les marchés la vente à la sauvette. En économie, chaque thème a sa signification. Cette vente à la sauvette a pris de l'ampleur suite. À Paris, il y a la vente à la sauvette. À Lagos, il y a la vente à la sauvette. Il peut y en avoir à New York. Abidjan, il y a la vente à la sauvette. New York. Mais je vous dis, dans ce désordre que nous assistons... Mais le marché s'anime dans le désordre. Avez-vous vu un marché... Pas toujours. Toujours, même le marché financier, de la BRVM, de n'importe quelle bourse, s'anime dans le désordre. Allez à Dantokpa, vous allez me dire, et pourtant dans ce désordre, il y a de l'ordre. Il y a ceux qui savent là où il y a l'ordre. Et donc, ne me dites pas que c'est le désordre. Non, le désordre anime le marché. Il n'y a aucun marché. Le marché, ce n'est pas une salle de conférence où tout le monde est studieux. Il peut y avoir un désordre apparent, mais qui cache un ordre. C'est ce que nous observons dans les feux de Cotonou. Il y a un désordre, mais il y a de l'ordre dans ce désordre. Non, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Wilfried, est-ce que vous officialisez ce désordre comme Casimir Pédior tente de le hisser au rang d'activité à officialiser? Non, on ne demande pas d'officialiser. Ce n'est pas du tout notre pensée. On pose un problème. Lorsque on observe cette activité, quelles sont les nuisances qu'apporte cette activité? Ça perturbe la circulation. Ça perturbe la circulation. C'est tout un risque pour les vendeurs. Vous avez déjà eu combien de cas d'accidents où c'est des gens même qui calculent pratiquement. Est-ce qu'il faut attendre d'en avoir? C'est des gens même qui savent à quel moment le feu doit passer au vert et ils se rabattent sur leur côté, ils attendent le prochain. Ou parfois, ils courent pour traverser. Oui, mais les mineurs qui vendent de porc à terre ou autre, est-ce qu'elles le savent? Une chose est sûre, c'est comme le dit Casimir, nous avons de ces activités où on va vendre à la criée, où on envoie l'enfant aller se promener dans le quartier, dans le marché pour vendre des produits. D'accord? Et c'est parce qu'aujourd'hui, dans les feux, il y a un attroupement où des gens ont un besoin. D'accord? Et ne pouvant satisfaire ce besoin qu'en présence de biens, les vendeurs apportent ces biens. Et c'est pourquoi les consommateurs s'adonnent bien à ce marché et achètent les biens et services que les gens offrent dans les feux. Alors moi, ma préoccupation, c'est de bien voir quels sont les impacts de cette suppression
d'activité sur l'économie. Est-ce que c'est opportun de le faire? Est-ce que cette activité apportait même à l'économie? Ça apporte à l'économie. Je vous ai montré tout à l'heure que le grossiste qui est dans son magasin ne vend pas. Et donc, la stratégie pour vendre, c'est de déstocker et d'apporter le produit là où les gens en ont besoin. Parce que ceux qui en ont besoin n'arrivent plus à se dégager pour aller faire les magasins. Est-ce que vous voyez? Et donc, et comme nous avons, depuis des temps anciens, de nos grands-parents qui envoient les enfants faire la vente à la criée, en se promenant avec les marchandises, à Cotonou, le lieu le plus certain d'avoir tout de suite les consommateurs, c'est dans les feux. C'est vrai que cette pratique a été importée du Nigeria. Est-ce que vous voyez? Cette pratique a été importée du Nigeria. Et donc, au lieu que les gens passent dans les quartiers, dans les marchés, ils trouvent qu'en restant dans les feux, vous avez tout de suite des consommateurs qui sont à portée de main. Donc, il faudrait bien penser l'action pour voir, est-ce qu'on ne peut pas, en construisant par exemple nos voies, avoir des détours vers des marchés qui s'animeraient par rapport à ces petits besoins qu'on aura. Est-ce que vous voyez? Et ce n'est qu'en faisant ça qu'on ne va pas déstructurer notre économie. Moi, ma crainte, c'est de subir la même conséquence qu'on a eue avec les déguerpissements. Qui bien, quand à des endroits, vous voyez bien, il y a la voie bien dégagée. C'est bien clairsemé. On voit nettement partout. Il n'y a plus de saleté. Il faut saluer ça. Mais de l'autre côté, l'économie a été déstructurée. La bonne dame qui va chercher des pagnes au marché et qui vendait au bord des voies a été déguerpie. Allez voir les vendeurs de pagnes. Ils sortent difficilement leurs produits. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a eu un problème de déstructuration de la chaîne de distribution à un moment donné. Il faut accompagner les acteurs à voir quelles sont les solutions les plus idoines pour pouvoir appliquer ces décisions-là. Nous, on ne conteste pas la décision. Je dis bien, ça permettrait d'avoir, au niveau de nos feux, d'avoir des carrefours propres, d'accord, où on sera à l'image des grandes villes. Mais l'activité qui s'y mène, quand bien elle est informelle, elle apporte un plus à l'économie. Oui, et comme vous le disiez tantôt, l'économie a été déstructurée et elle le sera davantage à vous entendre parce que dans un peu plus de 24 heures, ce ne sera plus possible de les accueillir, de les constater dans ces points de vente, enfin, dans ces feux tricolores et autres. Wilfried Monou, dans ce cas d'espèce, quel sera le sort de ces vendeurs à la sauvette? Oui, il faudrait repréciser que le secteur informel, il parlait tout à l'heure de la question, il parlait de la question de l'emploi, qui aujourd'hui est cruciale. La question du chômage. Oui, on a un taux de chômage, malgré que le taux officiel... Kazimi insiste sur le fait que l'État doit trouver à faire tout le monde. Le monde. taux de chômage est faible, mais le taux de sous-emploi est très élevé chez nous. 70%. Pour ne pas dire 72. Qui n'est pas pire qu'ailleurs. Qui n'est pas pire qu'ailleurs, mais quand même, c'est alarmant. Nous ne vivons chez pas nous, ailleurs. Chez nous, c'est alarmant. Et donc, on doit s'inquiéter. Mais s'il n'y avait pas le secteur informel, vous imaginez la poussée de la pression sociale qui s'exercerait sur les pouvoirs publics à la quête de l'emploi. C'est vrai, ce n'est pas à l'État de donner à chacun un emploi, mais c'est à l'État de créer les conditions pour que... Quand vous parlez de cette pression sociale, ça me rappelle une analyse empreinte d'humour d'un confrère de la radio nationale qui disait que ces nombreux vendeurs à la sauvette
par le passé, allaient travailler en griffe dans ces feux tricolores. Et que, à compter du 1er mars, ils vont devoir maintenant dormir toute la journée, quitte à travailler la nuit. Oui, c'est ce qu'on ne veut pas dire. Moi, je ne veux pas aller dans ce sens pour donner des idées. D'accord? Mais il y a un risque. Il y a un risque. Parce que lorsque les gens sont occupés à faire quelque chose, pour pouvoir supprimer cette activité, il faudrait leur proposer autre activité pour pouvoir les occuper. Et c'est là le risque. La pression sociale, l'État n'en subit pas. Parce que le secteur informel, qui est une soupape de notre économie, permet à l'État de ne pas forcément se préoccuper et de se contenter seulement du fait que nous avons un taux de chômage de 2%. Oui, mais l'informel, tel que c'est au Bénin, exige et nécessite une organisation, une réorganisation. Je dirais même un toilettage. Vous ne me direz pas le contraire, Casimir Pédion. Et la responsabilité incombe à l'État. En réalité, ce qu'on appelle informel, j'ai même refusé ce terme-là. C'est ce que tente de faire déjà le préfet. Non, je refuse même de croire à cette affaire d'informel parce que lorsqu'il s'agit d'aller percevoir des tasses, vous estimez que l'activité est rentable, vous allez percevoir des tasses. L'État va collecter la bonne dame qui vend pure water dans ce feu-là. Allez demander à la mairie de Cotonou de percevoir des tasses. La bonne dame qui vend au marché. Dans les marchés, ils achètent des tickets. Ils achètent des tickets. Dans les marchés. Dans les abords. Même dans les abords. Ils achètent des tickets. Les ambulants, non. Je vous dis, les ambulants payent des tickets de 50 francs et de 25 francs. Vous percevez des tasses chez eux-là. Et là, l'activité n'est pas informelle. Mais quand il s'agit maintenant de reconnaître leur légalité... Ces tasses-là sont perçues, je sais, quand vous avez droit à une place. Non, même pas. Même pas, Loris. J'ai comme l'impression... Quand vous comptez, quand vous passez de temps à autre, j'ai comme l'impression que... à X lieux, oui, là, d'accord. Loris, d'abord, j'ai comme l'impression que tellement... la préparation de vos émissions, le travail par ici vous prend tellement de temps que vous n'avez pas le temps de descendre dans les marchés, voir la réalité en face. Parce que ces dames-là, même sans état là, en fait, sans sédentarisation, c'est votre avis. Sans sédentarisation, payent. Elles achètent les tickets et allez leur demander, elles vont vous sortir des tickets depuis des années Mathusalem, elles vont vous faire le point de ce qu'elles ont payé. Et donc, elles payent. On ne peut pas dire qu'une activité où vous percevez la tasse, que c'est une activité illégale ou informelle. Informelle surtout, non, ce n'est pas une activité informelle. Parce qu'une activité informelle, c'est que vous ne reconnaissez même pas l'existence légale de la personne et par conséquent, quelque chose qui n'est pas légal, vous ne pouvez pas percevoir. Vous vous interdisez vous-même d'aller percevoir des tasses. Et donc, l'activité, elle est bel et bien rentable à la fois pour l'État mais aussi pour les acteurs. Alors, partant de ce principe, vous demandiez tantôt... Cela suffit-il pour encourager le désordre? Mais ce n'est pas du désordre. L'activité commerciale... Cela suffit-il pour exposer les citoyens? Ça s'expose. Le commerce s'expose. Le commerce, ce n'est pas dans la chambre à coucher. Ce n'est pas dans une... C'est pas sous boisseau. Le commerce s'expose sur la place publique. Et on invite le consommateur à venir donc chercher. Donc, l'activité commerciale, par définition, c'est l'exposition d'un article, d'un produit à la place publique. Et donc, on ne peut pas dire que c'est dans un désordre. Ça s'organise dans le désordre, toujours dans le désordre. Alors, dans ce désordre-là, mais il y a de l'ordre. Vous n'allez pas voir une vendeuse de pure water commencer par vendre de l'essence. Vous n'allez pas les voir le faire. Ils savent bien comment c'est organisé. Et mieux, c'est des gens qui sont organisés. L'activité commerciale dans les feux, c'est à la fois sur le plan horizontal et sur le plan vertical. Vous allez comprendre. C'est par exemple des vendeurs de pure water, c'est par exemple des vendeurs donc, de chaussures, etc. qui vont chercher, comme il l'a dit, le produit dans un magasin, chez un fournisseur, chez un master distributeur et qui reviennent maintenant vendre au niveau des feux. Alors, sur le plan vertical, c'est tout cela que nous voyons dans les feux. Vous décidez aujourd'hui de détruire l'architecture verticale. C'est que désormais... Horizontale. Enfin, horizontale. Vous détruisez l'architecture horizontale. Mais c'est que désormais, c'est cette architecture-là qui alimente la verticale. Quand vous détruisez déjà l'horizontale, c'est que ceux qui sont en haut non plus. Et la conséquence, elle est là. Il a pris l'exemple du vendeur de paille. Moi, je vais descendre un peu plus bas. La vendeuse de pain qui n'a plus accès à son lieu habituel de commerce. Elle est à la maison. Soit elle se livre donc à ses activités très peu orthodoxes. Et j'espère bien que l'État central
a suffisamment les moyens pour désormais faire face au procès. Parce que c'est des voleurs on va créer. C'est des prostituées nous allons créer. C'est ça aussi, les conséquences de leurs actes. C'est ça. Et vous avez suffisamment de juges. C'est pas systématique. C'est systématique. Certains qui sont vous avez suffisamment de juges aujourd'hui pour traiter des cas de vol, de maïs dans les moulins, des cas de vol par ici. Vous avez suffisamment de l'espace dans vos prisons pour accueillir ces nouveaux candidats au chômage là. Parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. Et puis si vous avez détruit les plus loyaux chercheront autre point de vente. Vous ne direz pas le contraire. C'est ce que je vous dis. Ceux enclins à l'oisiveté se convertiront dans le mal, comme vous le dites. Oui. Et ils vont faire quoi? Ils vont toujours exercer ce qu'ils savent faire. Et vous leur refusez ça. Ou bien, Cotonou, l'activité va quitter Cotonou et va descendre peut-être à Calavi. Le même problème est déplacé d'un endroit à un autre. On est toujours dans la réalité. Ou carrément, vous détruisez l'activité et vous trouvez un autre site. Ou bien, on réfléchit et il y a des cadres qui ont réfléchi déjà pour trouver solution à ces mécanismes. Les documents sont là. Il suffit juste à Toboula, ou bien si c'est son ministre qui lui a demandé, il leur suffit juste d'aller prendre les documents et de lire et de les adapter, c'est tout. On ne leur demande pas d'aller inventer la roue. Donc pour moi, véritablement, je pense. Maintenant, vous avez demandé tout à l'heure l'apport de cette activité-là. Je vais vous donner un exemple. Et aux téléspectateurs. Vous direz davantage que cela paie des tasses. Même pas, au-delà de ça. Il y a un Burkinabé que j'ai souvent l'habitude de citer. Salif Ouedraogo. Il est promoteur d'hôtels vers l'aéroport. J'ai souvent l'habitude de citer ce monsieur. Il était un acteur de la vente à la sauvette dans les feux de Cotonou. Aujourd'hui, il est milliardaire. Il est milliardaire. Il s'est reconverti, il s'est bien installé au Bénin, il a fait sa fortune, il a bâti sa fortune. Reconverti. Il a bâti du moins sa fortune dans cette activité. Oui, ceux qui sont là ne pensez pas que c'est des gens qui vont faire 30 ans. Ils ne sont pas là pour faire carrière dans ça. C'est parce qu'ils n'ont pas encore un financement. Ils n'ont pas encore le nécessaire pour s'installer à leur propre compte. C'est un tremplin. C'est un tremplin, s'il vous plaît. Maintenant, est-ce qu'il faut laisser la ville, l'image de toute une ville, se salit pour cause de tremplin? D'abord, il y a un thème impropre à cette activité que j'entends et ça mérite. L'homme n'est pas ordure pour salir la ville. Quand vous dites que cette activité, que les acteurs salissent la ville. De l'image que ça donne. Quelle image? Pas l'humain, l'image. L'image est même touristique. Ah oui? Bien sûr. Oui, le blanc veut venir voir comment les Africains se débrouillent. Oui, il veut venir voir. Il veut venir s'arrêter voir. Il y a des blancs ici qui sont venus, qui ont vu les bidons, qui ont vu les dames Jeanne. Il faut continuer à se débrouiller comme... Il y a des blancs qui sont venus de l'Espagne, qui sont venus... Comme il y a 10 ans, comme il y a 15 ans, comme il y a 20 ans. Des dames Jeanne d'essence installées au bord de la rue qui disent, mais vous êtes terrible en Afrique. Vous vendez du vin au bord de la voie. Et le Béninois qui l'accompagne dit, oui, ben qu'est-ce que vous croyez? Nous, on est plus organisés que vous. Et donc, je dis, l'activité peut être récupérée autrement. C'est une activité Vous avez bien dit, peut être récupérée. Ça veut dire qu'il y a à faire. Il y a à faire. Travaillons. Ce n'est que le début, cette non, décision ce n'est même pas le début. de notre... Ce n'est même pas le début. Ils sont allés juste à côté de la... Donc, il fallait les laisser continuer dans ce sens, dans ce désordre. Je n'ai jamais dit qu'il faut les laisser continuer. Mais j'ai aussi dit qu'il ne faut pas les supprimer. Il ne faut pas supprimer l'activité. Il ne faut pas leur interdire l'exercice de leur activité. Loris, vous êtes levé aujourd'hui, ce matin, vous êtes venu au boulot. Eux aussi, quand ils se lèvent, ils vont travailler. Et le soir, ils sont fiers de ce qu'ils ont gagné. Et l'autorité garante de leur sécurité leur dit maintenant, voilà, vous pouvez continuer à faire votre activité, à exercer votre activité, mais pas là, pas en ces lieux. L'autorité n'a jamais dit de mettre fin, n'a jamais demandé à ce qu'on mette fin à cette activité. Oui, la question qui se pose, c'est lorsque on va leur interdire d'être dans les feux, on leur propose quel autre espace en lieu et place. Voilà que nos rues ou nos routes ne sont pas tracées de façon à ce qu'on puisse avoir des espaces actuellement où les gens vont proposer ces produits, ces gadgets-là aux consommateurs. Donc, il faut forcément, à mon humble avis, qu'il y ait un dialogue entre les autorités et les acteurs pour qu'on ne puisse pas aller dans les travers de cette décision
et qu'on puisse avoir les meilleurs fruits de cette décision. Oui, Casimir Pédior, vous qui avez l'habitude des exemples, des comparaisons avec les pays de la sous-région, avec les pays développés, vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais évoqué le cas des réseaux de structures de livraison et autres. Ne pensez-vous pas qu'on peut l'expérimenter aussi dans le cas de ces ventes de produits de première nécessité dans les feux et autres? C'est parce qu'il y a ces réseaux-là que nous avons le répondant direct au niveau de ces feux tricolores-là. Parce que vous pensez que les chemises, les articles vendus dans les feux tricolores, ce n'est pas produit au Bénin. Oui. Et donc, c'est quelqu'un qui l'a livré. Et d'autres non livrés à d'autres, et d'autres non livrés à d'autres. Et ceux-là ont compris maintenant qu'il faut aller quelque part où j'ai quand même la chance d'avoir, en un temps record, en 5-10 minutes, ou parfois même quand c'est trop. Parce qu'il y a un feu à Cotonou qui fait 10 minutes, mais il y a d'autres aussi qui font 30 secondes. Aucun feu. Oui, allez à Sika Toyota. À Sika Toyota, le feu fait 10 minutes. Ça n'atteint pas 10 minutes. Au début, ça allait vers. Maintenant, ça n'atteint pas 10 minutes quasi. Ok, vous reconnaissez que ça allait vers. Oui, c'est quand même bien. Et donc en 30 secondes, vous devez même, ces gens-là, on devrait les encourager, on devrait les féliciter. En 30 secondes, ils vendent leurs marchandises. Ils arrivent à tirer bon profit. Nous sommes tous unanimes sur le fait alors, que ce sont des... De ce principe, j'estime que c'est des gens qui ont... C'est des bons marxistes qui ont travaillé sur le modèle béninois et qui ont compris qu'en s'arrêtant à ce point, ils ont la chance d'avoir la bagatelle donc, de la clientèle qu'ils n'auront jamais en un an, parce qu'ils ne pouvant pas parcourir domicile par domicile pour vendre leurs articles. Ils sont à un point et ils vendent ça. Ça, c'est un bon plan marketing qu'ils ont développé, qu'il ne faut pas étouffer, qu'il faut encourager, mais réorganiser. Il revient à l'État. Je continue par le dire, l'État doit s'asseoir avec eux et définir la stratégie pour réorganiser. Parce que ces vendeurs-là ont créé la roue. Il reste à l'État de parfaire cette roue-là. Et non à l'État de se voir, je ne dis pas, imbu de lui-même et d'interdire cette activité. Ça frise un peu de la dictature. Et cette dictature ne s'adresse pas à l'économie, parce que quand ça s'adresse à l'économie, c'est ce que vous avez la semaine dernière. Les bonnes dames qui sautent avec des casseroles, alors que les casseroles devraient être sur le foyer en train de cuire, et bien les casseroles sont dans les rues. Et ça donne un autre désordre. C'est ça là on appelle désordre. Oui, et c'est ça là les images. Et c'est ça. Vous ne verrez jamais le FMI et la Banque mondiale qualifier les activités de ces sieurs dans les fêtes tricolores là d'activités illicites à décourager. Mais par contre, le FMI et la Banque mondiale dénoncent les marches de nature à perturber la démocratie dans un pays. Et c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et donc, je n'ai jamais vu dans un rapport de la Banque mondiale traiter la vente à la sauvette d'une activité à bannir du système économique. Tant que ce n'est pas comme ça, je crois que l'activité est toujours la bienvenue au sein d'un État. C'est déjà heureux que ces casseroles qui sont sorties, vous n'y voyez pas encore du tourisme. C'est déjà heureux, Casimir Pédior. Wilfried Monou, voilà, nous ne sommes pas dans un État voyou, vous ne direz pas le contraire. L'autorité prend une décision et elle se doit d'être suivie et respectée. Nous y sommes maintenant. Le 1er mars, il n'y aura plus de vente à la sauvette. Que faire? Quelles sont les suggestions possibles? Quelles sont les propositions? Nous, notre proposition était simple. Avant de prendre des décisions comme ça, il lui fallut aller à la table des négociations. Il lui fallut dialoguer. Est-ce que vous voyez? En dialoguant avec les acteurs, on trouve des solutions les plus idoines. Moi, ma crainte, c'est qu'on puisse envoyer au chômage, envoyer dans le sous-emploi des milliers de personnes qui, en se reconvertissant dans la mauvaise activité, vont passer toute la journée à dormir et la nuit vont vous empêcher, vous qui êtes fatigué, qui avez travaillé toute la journée, de récupérer des forces pour que le lendemain, vous soyez encore efficace. Ils vont vous perturber. Et je ne souhaite pas que nous ayons une économie dans laquelle on ait des gens qui perturbent les gens. Y a-t-il la crainte vraiment? Y a-t-il la crainte vraiment comme le dit Wilfried Monou? La situation ne fait pas rire. Ça ne fait pas rire, mais... Mais tel que c'est décrit,
du riz, nous allons passer aux pleurs sans se rendre compte. Et ne pensez pas que c'est moi, Casimir, seul. Mais c'est eux aussi, directeurs de cabinet, directeurs de ci, directeurs de ça. C'est même des étudiants qui ont fini de travailler. Que votre verbe n'est pas prémonitoire. Ce n'est pas prémonitoire, mais il annonce quand même un mauvais signe. Si on ne réfléchit pas. Parce que ça fait un peu de trop. Dans un pays où le taux d'inflation... Dans un pays où le taux d'inflation, je suis pas métaphysicien, mais je suis analyste. Peut-être métaéconomiste. Oui, peut-être métaéconomiste. Et donc, je préfère prévenir que guérir. En son temps, nous allons tous pleurer dans ce même pays. Nous viendrons tous tempêter. Nous allons tous marcher dans les rues de Cotonou pour réclamer un mieux-être. Nous allons tous marcher pour dire la police républicaine. On aurait pu nous laisser l'ancienne police parce que au moins elle nous garantissait la sécurité. Parce que la sécurité aussi, c'est quand... Non. Si vous le dites ainsi, ce serait un affront. Ce n'est pas un affront. Mais lorsque l'individu a faim, il brave même la police pour aller voler. Il brave la police pour aller faire ce qui n'est pas inscrit dans la loi. Puisque la nôtre est républicaine, aucun individu Nous viendrons certainement ici pour décortiquer l'an 1 ou peut-être le bilan de cette police face donc à ces réalités, à ces décisions qui sont en train de prendre. Je pense quand même qu'il ne faut pas qu'on soit très négatif, qu'on soit pessimiste. Il faut encourager et féliciter la police républicaine qui fait un tant soit peu ce qu'elle devrait faire malgré les moyens qui sont aujourd'hui en train d'être améliorés à leur niveau. Mais ce que nous dénonçons ici ou ce sur quoi nous attirons l'attention des dirigeants, c'est que lorsqu'on aura une grande masse de jeunes en âge de travailler et qui n'ont non occupés, il y a un risque. Ils pourront penser à autre chose. Ils pourront penser à autre chose. C'est en ce sens-là que nous demandons... Mais puisque dans les feux, ils étaient occupés. Ils étaient occupés. Donc, il faut qu'on trouve... Ailleurs, ils pouvaient aussi être occupés. Oui, il faut qu'on leur trouve d'autres activités. Dans d'autres lieux, ils pouvaient être aussi... Ils pouvaient continuer à être C'est tout ce qu'on demande. Les mêmes activités. C'est tout ce qu'on demande. Mais lorsque on suspend à partir du 1er mars et qu'il n'y a pas... À ces points. Oui. Et qu'il n'y a pas d'autres points. On est assis. Parce que ça ne sert à rien de sortir de chez soi et dire je vais dans un point. Si vous ne vendez pas, vous restez toute la journée sans vendre, vous devez retourner. Même si vous avez pris un marché pour venir. Il y a quand même des amis d'un pays de la sous-région que je ne vais pas citer ici qui sillonnent les quartiers. Ils sillonnent les quartiers. Ils ne se contentent pas de se positionner dans les fêtes tricolores. Ils sillonnent les quartiers, les rues. Vous sillonnez les quartiers dans la zone de Calavi. Non, vous sillonnez par exemple les quartiers dans la zone de Calavi. Vous rencontrez combien de personnes? Ils sont tous à Cotonou en train de travailler. Et ceux-là... Sillonnons les rues de Cotonou alors. Attendez, vous sillonnez aussi les rues de Cotonou. Vous avez combien de personnes? Mais ils se retrouvent en mouvement. Soit en allant au boulot, soit en allant faire une autre course, entre midi et 2, soit en rentrant chez eux. Donc c'est à ces points-là que les gens proposent. Même, il y en a qui déjeunent même au niveau de ces feux tricolores. Donc, aujourd'hui, vous avez des sandwichs qui sont proposés dans les feux tricolores. Il y a même des... De quelle qualité? De très bonne qualité. Quelle hygiène? Moi, je ne l'ai pas goûté, mais c'est sûr que c'est dans la stratégie de B2C que les entreprises ont dû penser être présentes avec leurs produits à travers ces vendeurs ambulants au niveau des feux. Casimir Pédion. Oui, je crois que l'autorité a bien pensé, assainir un peu les feux, l'image donc de Cotonou. Et cette image, la ville vitrine, vous ne direz pas le contraire. Écoutez, histoire de ville vitrine là, Cotonou ne peut pas être plus belle que Lagos. Cotonou ne pourra jamais être plus belle que Abidjan. Vous ne dormez pas à Lagos non plus. On parle de... C'est d'ailleurs pourquoi tout à l'heure votre exemple m'écœurait, parce que ces pays dont vous citez là, c'est eux ça. Je ne faisais que vous rappeler un exercice. C'est juste pour vous dire, c'est juste pour vous dire, Cotonou, l'image de Cotonou a été tenue depuis des décennies. Il ne reviendra pas juste à un arrêté. Doit-on la maintenir ternie? À un arrêté, on ne la ternit pas, on la répare toujours. Même ces vendeurs la réparent l'image de Cotonou. Cotonou est une capitale économique. Ce n'est pas les vendeurs qui ont déclaré Cotonou capitale économique. C'est l'État même qui a déclaré. Et donc, quand vous déclarez, il y a les conséquences liées donc à ça. Tout le monde y vit ici.
Donc l'activité se passe là. Alors je voudrais exhorter l'autorité à penser, à réfléchir avant de poser l'acte. Et non, à poser l'acte et réfléchir après. J'ai quand même l'impression que c'est ce qui nous gouverne depuis un certain temps, surtout avec Cotonou, où nous avons une commune qui mitoye avec la préfecture, où des décisions sont d'abord prises et après, on pense après. Les conséquences, on assume après. Ce n'est pas ma lecture. Ils sont allés présenter plusieurs fois leurs excuses aux populations parce qu'ils n'avaient pas pensé que ça allait dégénérer dans ce sens-là. Et donc, je ne souhaiterais pas que cette décision soit encore une de plus qui puisse alourdir davantage donc, la misère du peuple, que ce soit une décision qui soit ovationnée enfin pour ce qui concerne donc la préfecture de Cotonou. Merci Kazimi Koudia. Wilfried Monou. Non, on ne saurait terminer sans demander à l'autorité de bien vouloir initier. Parce que celui qui a la possibilité d'initier cette rencontre, d'initier ce dialogue, ce n'est que l'autorité. De bien vouloir aller dans ce sens pour que on ne puisse pas avoir encore des jeunes qui soient livrés à eux-mêmes et donc à l'oisiveté. Merci. C'était le débat économique qui abordait la suppression de la vente à la sauvette dans les feux tricolores de Cotonou, quels impacts sur l'économie locale. On avait autour de nous Casimir Pédio et Wilfried Monou. On vous retrouve peut-être mardi prochain. Wilfried Monou, Wilfried Monou est beaucoup plus dispo pour nous accompagner dans la lecture. Casimir Pédio aussi est disponible. Qui de temps à autre se fait le sonnière. Merci tout le monde pour la disponibilité.